Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'épreuve écrite de chimie du concours commun INP filière PC de 2022. Première question, on demande ici de préciser la composition du noyau du carbone 14. Le noyau du carbone 14 est constitué de 6 protons et de 8 neutrons. À la question suivante, on demande ici de déterminer l'équation de l'évolution temporelle de la population en carbone 14. Pour répondre à cette question, on va utiliser l'indication du texte qui nous dit que la teneur en carbone 14 décroît selon une cinétique d'ordre 1. Ce qui nous permet d'avoir l'équation illustrant l'évolution de la population en fonction du temps. On utilise la dérivée qui suit une cinétique d'ordre 1, puis on intègre et on obtient l'expression suivante de la population, de l'évolution de la population. N de t est donc égal à N0 multiplié par l'exponentielle de moins lambda fois t. On nous demande aussi de déterminer l'activité A. Pour cela, on va utiliser l'expression de l'activité. Et en remplaçant, on a l'expression suivante pour l'activité. On nous demande d'exprimer l'activité en fonction de l'activité initiale A0. On va le faire. On va détailler les calculs afin de répondre à la question. Après calcul, on a le résultat suivant de l'activité en fonction du temps. Sachant que l'activité initiale, A0, est égale à lambda fois N0. À la question 3, on demande ici de définir la période. La période où le temps de demi-vie correspond au temps au bout duquel la quantité de noyau radioactif initialement présent a été divisée par 2. On va ensuite exprimer l'expression de la période en fonction de la constante radioactive lambda en utilisant la définition qu'on a écrite précédemment. On a l'expression suivante, l'égalité suivante, nous permet de déterminer la période radioactive qui correspond donc à ln de 2 sur lambda. À la question 4, on va déterminer l'âge approximatif des peintures de la grotte de Chauvet. Pour cela, on va utiliser les indications de l'énoncé, à savoir que 10 microgrammes de pigment présentent une activité de 0,25 10 puissance moins 6 désintégrations par minute et qu'actuellement 1 g de carbone présente une activité de 13,6 désintégrations par minute. Dans un premier temps, on va déterminer l'activité correspondant à 1 g de l'échantillon en utilisant les données de l'énoncé. Après calcul, on a une activité ici de 0,25 pour 1 g de l'échantillon. 0,25 désintégrations par minute. Il nous suffit ensuite de déterminer le temps correspondant à cette activité de 0,25 désintégrations par minute. Ce temps qu'on a appelé ici TE, le temps d'échantillon, correspond au temps écoulé depuis la mort de l'organisme. Le but ici est de déterminer TE. Il suffit ici d'utiliser l'expression de l'activité. En utilisant la valeur de l'activité, à savoir 0,25 désintégrations par minute, on va déterminer ce temps. Après calcul, on trouve un temps d'échantillon d'environ 3,3 10 puissance 4 années. On nous demande d'avoir un esprit critique sur cette réponse. La datation du carbone 14 dans la haute atmosphère suppose qu'il y a production permanente de carbone 14 qui ensuite va se désintégrer. Le principe suppose que la proportion carbone 14 est constante au cours du temps. Aujourd'hui et aussi il y a 3,3 10 puissance 4 années. Cependant, cette proportion varie, comme l'indique la figure 1, le taux en carbone 14 n'est pas constant au cours du temps. En réalité, il faut utiliser une courbe de calibration pour utiliser la datation du carbone 14. Cette méthode, ainsi énoncée, est donc source d'erreur. Question suivante. On va dans un premier temps déterminer la configuration électronique du carbone afin de déterminer les nombres d'électrons de valence. La configuration électronique du carbone est la suivante. Le carbone possède 4 électrons de valence. On dessine ensuite la luette des orbitales atomiques, à savoir 2s, 2px, 2py, 2pz. On demande aussi de rappeler les valeurs des nombres quantiques associés à chacune de ces orbitales atomiques de valence. On va utiliser le petit tableau suivant afin de répondre à la question. Ainsi, pour 2s, le nombre quantique principal n est égal à 2. L, le nombre quantique secondaire ou azimutal est égal à 0. Et le nombre quantique magnétique est égal à 0 pour 2s. On fait la même chose pour les orbitales 2p. Donc n est égal à 2, L est égal à 1. Et le nombre quantique magnétique ici est égal à moins 1, 0 ou 1.
Petite remarque, c'était indiqué dans le rapport du jury, le nombre quantique magnétique de spin ne quantifie pas les orbitales atomiques. Il ne faut pas l'indiquer dans la réponse. Question numéro 6, on demande ici de représenter le diagramme énergétique du fragment du dioxygène étiré. On utilise ici une donnée de l'énoncé qui nous indique que le diagramme énergétique du fragment du dioxygène est sans interaction SP. En utilisant cette donnée, on a le diagramme énergétique suivant. On représente ensuite les différentes orbitales moléculaires sigma et pi. On va également déterminer le caractère liant ou anti-liant de ces orbitales moléculaires. Les orbitales moléculaires sigma S, sigma Z, Px et Py ont un caractère liant, tandis que les autres ont des caractères anti-liants. À la question 7, on demande ici de comparer les niveaux d'énergie des orbitales moléculaires par rapport aux orbitales atomiques. Alors sigma S, sigma Z, Px, Py, c'est des orbitales liantes. Elles sont plus basses en énergie que ceux dont elles sont issues, car elles sont plus stables, donc plus bas en énergie, alors que les orbitales moléculaires antiliantes sont plus hautes en énergie que ceux des orbitales atomiques dont elles sont issues. Question suivante, on demande ici de déterminer les propriétés de symétrie des orbitales atomiques du carbone et de ceux des orbitales moléculaires du fragment du dioxygène étiré. Pour cela, on va faire un petit tableau et on va déterminer les symétries des différentes orbitales moléculaires pour le dioxygène dans un premier temps et ensuite pour le carbone. On représente également l'allure des différentes orbitales moléculaires pour le dioxygène afin de nous aider à déterminer ces différentes symétries. Et on obtient au final le tableau suivant pour le dioxygène étiré. On va faire la même chose maintenant pour le carbone. Pour le carbone, les orbitales atomiques qui nous intéressent sont les orbitales 2s, 2px, 2py, 2pz. Et on obtient le tableau suivant. Les orbitales possédant les mêmes symétries vont interagir. Il suffit de comparer les deux tableaux au niveau des symétries. Les interactions possibles sont ceux entre l'orbital atomique 2s du carbone avec l'orbital moléculaire sigma S et sigma Z du dioxygène. Également, on a les interactions suivantes entre 2px du carbone et πx du dioxygène, et également 2py du carbone avec πy du dioxygène. Et pour finir, il y a aussi une interaction entre 2pz du carbone avec sigma étoile du dioxygène et sigma étoile Z du dioxygène. À la question suivante, on nous demande ici de construire le diagramme énergétique des orbitales moléculaires de type pi uniquement pour le dioxyde de carbone. On s'aide ici des symétries qu'on a étudiées précédemment. On sait que 2px interagit avec πx et 2py avec πy. Et 2pz ne donne pas de recouvrement pi. Ainsi, dans notre représentation, on ne représentera pas 2pz. En nous aidant des valeurs données par l'énoncé pour les valeurs des énergies des orbitales atomiques et des orbitales moléculaires pour le dioxygène, on a les représentations suivantes pour l'orbital atomique du carbone et l'orbital moléculaire du dioxygène. Au niveau des interactions, on sait que Py va interagir avec Py et 2Px avec Px. Il n'y a pas d'interaction pour Px étoile et Py étoile, donc les orbitales seront des non-liantes, c'est-à-dire ils vont rester au même niveau. Dans cette question, on admet que les orbitales moléculaires de type pi sont remplies par 8 électrons. On va positionner ici ces 8 électrons. On nous demande ici d'expliquer pourquoi les longueurs des liaisons entre le carbone de l'oxygène dans CO2 et CO2+, ont des valeurs comparables. On rappelle ici la définition de l'indice de liaison, c'est le nombre d'électrons des orbitales moléculaires liants moins le nombre d'électrons des orbitales antiliantes. Ici, on remarque que lorsqu'on passe de CO2 à CO2+, la molécule a perdu un électron, et cette perte d'électrons intervient sur l'orbital non liant. Ainsi, lorsqu'on fait le calcul de l'indice de liaison, cela n'affecte pas le calcul de l'indice de liaison qui reste le même pour CO2, CO2+, étant donné que l'électron perdu est sur une non liante qui n'intervient pas dans le calcul de l'indice de liaison.
C'est pour ça que les longueurs des liaisons entre le carbone et l'oxygène dans CO2 et CO2+, ont des valeurs comparables. Question suivante, on demande ici de nommer l'orbital frontalière du CO2 qu'il faut considérer pour prendre en compte la formation de l'acide carbonique. Le dioxyde de carbone est ici un électrophile, ainsi c'est l'orbital basse vacante qu'il faut considérer. L'orbital basse vacante est l'orbital à 4,85 électronvolts. On demande aussi le mécanisme de la réaction pour la formation de l'acide carbonique. L'électrophile est le CO2 et le nucléophile est H2O. On a ainsi le mécanisme suivant qui nous permet d'expliquer la formation de l'acide carbonique. Question 11, on demande ici d'indiquer la nature physico-chimique des interactions intermoléculaires entre l'acide carbonique et l'eau. L'acide carbonique est une molécule polaire protique. Il y a donc des interactions de Van der Waals et des liaisons hydrogène avec l'eau qui est une molécule polaire. À la question 12, on va ici écrire la relation entre les potentiels chimiques à l'équilibre de la réaction entre le dioxyde de carbone et l'eau. À l'équilibre, on a la réaction suivante entre les différents potentiels des différentes espèces chimiques intervenant dans l'équation de réaction. On peut également relier la variation de l'enthalpie libre avec ces potentiels. On a ici l'expression suivante. À la question 13, on nous demande ici d'exprimer à l'aide de la relation donnée à la question précédente la solubilité S du CO2. Pour cela, on va ici déterminer la concentration en acide carbonique, H2CO3, qui correspond à la valeur de la solubilité. Donc, en utilisant ici ce qu'on a écrit précédemment, à savoir au niveau de l'équilibre des potentiels, on va pouvoir déterminer la solubilité, c'est-à-dire la concentration en H2CO3 en acide carbonique. On va développer dans un premier temps l'expression des différents potentiels chimiques des différentes espèces qui sont à la fois liquides et gazeux. H2O est considéré ici comme un solvant. On a donc les différentes expressions suivantes. Il suffit ensuite d'utiliser la relation à l'équilibre des différents potentiels chimiques et on remarque la présence de la concentration en H2CO3, c'est-à-dire la valeur de la solubilité. Il suffit de remplacer, on le fait, et on pourra ainsi déterminer la relation qui nous permettra de déterminer la solubilité. On remarque ici que pour exprimer la solubilité, il nous faut déterminer delta R G0, et on va le faire en utilisant les données énoncées. On va trouver dans un premier temps delta R H0, une valeur de moins 21 10 puissance 3 joules mol moins 1. Et on détermine ensuite delta R S0 et on trouve une valeur de moins 96,9 joules par Kelvin par mol. On remplace toutes ces valeurs dans l'expression qu'on a utilisée précédemment, ce qui nous permet à la fin d'avoir l'expression suivante pour la solubilité. Question suivante, on va ici étudier l'influence de la température sur l'équilibre de dissolution du CO2 dans l'eau. On va dans un premier temps déterminer delta RH0, la variation d'enthalpie standard. On trouve une valeur ici de moins 21 10 puissance 3 joules mol moins 1. Cette réaction est donc exothermique car delta RH0 est négatif. Ensuite, on va utiliser la relation de Ventov qui nous permet de dire que si la température augmente, la constante d'équilibre va diminuer. La réaction est donc favorisée dans le sens 2, c'est-à-dire dans le sens indirect pour une température élevée. Plus la température est élevée, plus la solubilité diminue, car la réaction a tendance à évoluer dans le sens indirect. Donc la solubilité diminue. Question suivante. On demande ici d'expliquer le principe du relagage. Pour cela, on va faire un petit schéma. Dans le schéma, on remarque ici qu'il y a deux phases, une phase aqueuse et une phase organique. Le petit point rouge représente ici l'espèce organique. On remarque ici qu'il reste quelques espèces chimiques organiques dans la solution aqueuse. Et lorsqu'on rajoute du chlorure de sodium, les composés organiques qui sont en milieu aqueux auront tendance à aller dans la phase organique. Pourquoi? Car lorsqu'on rajoute du chlorure de sodium, cela a pour conséquence de diminuer la solubilité du composé organique dans la phase aqueuse qui passe ainsi en phase organique. L'extraction est donc améliorée
lorsqu'on rajoute du chlorure de sodium. On va maintenant utiliser le tableau 5 pour confirmer ce qu'on vient d'écrire sur le relargage. On se met ici à une température de 100 degrés Celsius et on va comparer l'influence de la concentration en chlorure de sodium, soit 0,0 mol par litre et 3 mol par litre. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la fraction molaire H2CO3 diminue lorsque la concentration en chlorure de sodium est plutôt élevée, soit 3 mol par litre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsqu'on rajoute du chlorure de sodium dans une phase aqueuse, la H2CO3 va être moins dissous, c'est-à-dire sa solubilité va diminuer. Il aura donc tendance à aller dans la phase organique. Donc pour résumer, la fraction molaire en H2CO3 va diminuer, soit sa solubilité va diminuer en phase aqueuse, ce qui est cohérent avec l'opération de relargage. Question suivante. On nous demande ici de décrire qualitativement l'influence du pH de la solution aqueuse sur la solubilité en CO2. Pour cela, on va écrire 3 équations qui vont nous permettre de répondre à la question. On va associer à chaque fois à ces 3 équations une constante d'équilibre. Pour la première, QR équilibre, KA1 équilibre, KA2. Si on suppose ici que le pH augmente, donc on a une concentration en H3O+ qui va diminuer. Si on prend la deuxième relation, si H3O+ diminue, c'est comme si on partait d'une constante initiale, KI, ici que j'appelais KRI, ou ici, qui sera plus petite que KA1. Ainsi, l'équilibre va être déplacé vers la droite, c'est-à-dire dans le sens de la formation de HCO3-. Ce qui fait que H2CO3, toujours pour la deuxième relation, la concentration en H2CO3 va diminuer. Reprenons maintenant la première équation. On suppose cette fois-ci, on continue toujours à supposer que H2CO3 va diminuer. Donc on a une constante d'équilibre initiale qui sera plus petite que la constante à l'équilibre que j'appelle Q équilibre. Ce qui a pour conséquence de déplacer la réaction dans le sens de la formation de H2CO3. Ainsi, la solubilité en CO2 augmente quand le pH augmente. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que la réaction est déplacée vers la droite dans la formation de H2CO3. Donc la solubilité en CO2 augmente. Question suivante. On demande ici d'écrire l'équation de dissolution du CO2. On est ici dans les conditions suivantes, à savoir, on est à un pH de 8,3 pour une pression partielle en CO2 de 4 puissance moins 4 bar. On va dans un premier temps dresser le diagramme de prédominance des différentes espèces chimiques. Pour un pH égal à 8,3, l'espèce prédominante est HCO3-. On a donc ici deux équations. Donc CO2 en milieu aqueux va donner H2CO3. H2CO3 en milieu aqueux va donner HCO3-. En utilisant les données de l'énoncé, à savoir les constantes d'équilibre, on pourra déterminer la constante d'équilibre de l'équation. L'équation ici qui est demandée dans cette question est la suivante. Donc le CO2 plus 2H2O donne HCO3- plus H3O+. On trouve ici une constante d'équilibre de 10 puissance moins 8. On va ensuite déterminer la solubilité du dioxyde de carbone. Ici, il faut considérer les propriétés diacides de l'acide carbonique. La solubilité est égale à la concentration à la fois de H2CO3, de la concentration HCO3- et la concentration de CO3-. On peut développer l'expression de la solubilité. On va aussi faire une petite approximation ici, étant donné qu'on est à un pH de 8,3. L'espèce prédominante est donc HCO3-. Donc la solubilité est donc égale à la concentration de HCO3-. On a l'expression suivante pour la solubilité. On remarque que cette expression dépend de la concentration en H2CO3. L'énoncé nous donne la valeur de la constante d'équilibre de la relation 1 qui nous permet ainsi de déterminer la concentration en H2CO3. Après calcul, on a l'expression de la constante d'équilibre associée à cette réaction. Ensuite, on injecte l'expression de H2CO3 dans l'expression de la solubilité, ce qui nous permet d'avoir l'expression suivante. Après calcul, on trouve une solubilité de 8 10 puissance moins 4 mol par litre pour un pH de 8,3
à une pression partielle en dioxyde de carbone de 4 puissance moins 4 bar. Question suivante, on demande ici d'attribuer les différents états physiques du dioxyde de carbone dans les différents domaines numérotés de 1 à 4. Dans le domaine 1, on est en phase gazeuse, domaine 2, liquide, domaine 3, solide, et dans le domaine 4, on est ici dans un état qu'on appelle fluide supercritique. Comment nomme-t-on le point A et le point B? Le point A est le point tri. Les trois états de la matière coexistent en ce point. Et le point B est le point critique. Question suivante. À la question 19, on demande ici de déterminer l'état physique du dioxyde de carbone injecté à une profondeur au-delà de 3000 mètres en utilisant les délais énoncés. Donc, à cette profondeur, on est à une température de 4 degrés Celsius pour une pression avoisinant 300 bars. On représente ici par un point rouge la position de ces coordonnées. On remarque donc qu'on est dans le domaine 2. Donc, l'état physique du dioxyde de carbone à cette profondeur est donc liquide. On utilise ensuite le tableau numéro 6 pour déterminer la masse volumique du dioxyde de carbone. La masse volumique du dioxyde de carbone se situe entre 920 à 1100 kg par mètre cube. Si on considère une valeur de masse volumique du dioxyde de carbone à 1100 kg par mètre cube, cette valeur est supérieure à la masse volumique de l'eau de mer. Ainsi, l'injection du dioxyde de carbone, qu'on appelle cette technique dense plume, l'injection du dioxyde de carbone à des profondeurs au-delà de 3000 mètres est possible car le dioxyde de carbone est plus dense que l'eau de mer. Le CO2 va rester au fond pour des profondeurs importantes. Ici, on a considéré une masse volumique de 1100 kg par mètre cube pour répondre à la question. Si on lit le rapport du jury à cette question, à cette question 19, ils indiquent que la conclusion attendue, à savoir que cette solution de stockage n'est pas appropriée, est rarement énoncée. Donc ici, peut-être qu'il fallait être critique par rapport à la masse volumique qu'on utilise. Moi, j'ai utilisé 1100 kg par mètre cube. Et en utilisant cette valeur, on peut considérer que cette technique de stockage est possible. Donc il fallait peut-être être critique par rapport à ces valeurs. Question suivante, on demande ici si l'injection et le stockage du dioxyde de carbone dans les veines exploitées de charbon semble être une alternative dans le stockage du dioxyde de carbone. Pour cela, on se situe à une température de 40 degrés Celsius pour une pression de 100 bars. Pour ces valeurs, le volume absorbé en dioxyde de carbone vaut environ 26 à 27 mètres cubes par tonne de charbon. Cette valeur est supérieure au volume en méthane et en diazote. Ainsi, pour répondre à cette question, le volume absorbé en dioxyde de carbone est plus important que celui du méthane. Cette technique est donc intéressante pour stocker le dioxyde de carbone qui va entraîner la libération du méthane. Le CO2 va prendre la place du méthane. Cependant, si on veut être un petit peu critique, le méthane est un gaz à effet de serre. Question suivante, on demande à la question 21 de préciser l'état physique du dioxyde de carbone. On est ici à une température de 40 degrés Celsius pour une pression de 100 bars. Le dioxyde de carbone est à l'état de fuite supercritique. On demande aussi d'évaluer la variation de volume. Pour répondre à cette question, on peut soit utiliser la loi de gaz parfait ou l'utilisation de la masse volumique. On va ici utiliser plutôt la loi du gaz parfait. On passe ici d'une température de 15 degrés Celsius pour une pression de 1 bar à une température de 40 degrés Celsius pour une pression de 100 bars. Il suffit ici de faire la différence au niveau des volumes et après calcul, on trouve une différence de volume de 538 m3. On passe d'un volume d'environ 543,9 m3 à un volume de 5,9 m3. Question suivante, on demande ici de déterminer les charges notées X et Y des ions silicate et orthosilicate. On va partir dans un premier temps du biopside et on va décomposer ce composé en ions. Les ions obtenus ici sont les ions Ca2+, et Mg2+. Étant donné que de part et d'autre de l'équilibre, on doit avoir une charge globale qui doit être la même, c'est-à-dire neutre, par calcul, on trouve ici une charge de moins 2, c'est-à-dire que X égale moins 2. On fait la même chose pour l'anotite et on trouve ici une charge de moins 4. Donc Y égale à moins 4. On va représenter la formule de Lewis de SiO3 et de SiO4 4. On remarque que pour l'ion SiO3 on a ici 3 formes mésomères.
contrairement à SiO4 où il y a une seule forme. Pour SiO3 les trois liaisons entre le silicium et l'oxygène sont identiques. Cela se traduit par le fait qu'il y a trois formes mésomères. Ces liaisons sont des liaisons intermédiaires entre une liaison simple et double. Elles sont donc plus courtes qu'une liaison simple, ce qui est le cas entre le silicium et l'oxygène dans la molécule de SiO4. Les trois liaisons de l'ion silicate SiO3 sont plus petites que les quatre liaisons de l'ion orthosilicate SiO4. Question 23. On représente ici la lieu du diagramme d'équilibre isobar solide-liquide. Et pour la question 24, on représente la lieu de la courbe d'analyse thermique pour une fraction massique de 60% et de 20%. On a les deux représentations suivantes pour 20% et pour 60%. Comment expliquer les ruptures de pente? Il y a rupture de pente car on passe de l'état liquide à solide. On a un phénomène de cristallisation. C'est un phénomène exothermique. Ainsi, l'abaissement en température est plus long. La pente sera plus faible. Pour expliquer le palier, on va déterminer ici la variance au moment de la présence des trois phases, c'est-à-dire au point de l'eutectique. Le nombre de paramètres intensifs est de 6. En effet, on a la pression, la température et les quatre fractions massiques à la fois dans la phase liquide et dans la phase solide. Le nombre de relations reliant les paramètres intensifs est ici de 5. On a une variance ici égale à 1, 6 moins 5. Étant donné qu'ici la pression est fixée et la variance réduite est de l'ordre de 0, ainsi le changement s'effectue à température constante, ce qui donne un palier. Question 25, on demande ici de déterminer la constante d'équilibre de la réaction 2. On détermine pour cela l'enthalpie libre de réaction standard et pour obtenir une constante d'équilibre qui est égale donc à 3,9. Cette constante est très faible, la réaction est peu déplacée dans le sens direct.